Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission de la mi-journée, le Métronome. Une émission qui sera consacrée à un sujet d'une importance capitale, évidemment, au sein de la société. Pour mettre le marqueur sur ce sujet capital par plusieurs au sein de la société, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du numéro du Métronome de ce jour, Peggy Nandon. Madame Nandon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je fais un peu de suspense en ne disant pas de quoi nous allons parler. Oui. Dans cette émission de Métronome du jour, juste pour permettre de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes donc Peggy Nandon, vous êtes une femme spirituelle, profondément chrétienne, vous êtes pasteur, c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a prédestiné à embrasser la spiritualité jusqu'à devenir pasteur? Alors, c'est une excellente question parce que je n'aurais jamais pensé devenir pasteur. J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait mon lycée ici, lycée Léon-Bas. J'ai fait l'USTM. Je suis ensuite partie à Nantes pour poursuivre mes études en géologie jusqu'au niveau du Master 2. Et c'est justement cette année de Master 2 où j'ai fait ce qu'on appelle communément la rencontre avec Jésus. Ce qui est la plus belle des rencontres, il faut le dire. Sur votre cheminement, sur mon cheminement, la trajectoire de votre destin, exactement. que vous vous êtes laissé toucher par la grâce, c'est ça? Exactement. C'était vraiment des concours de circonstances et chemin faisant. J'ai grandi dans l'église et au fur et à mesure, une fois que j'ai rejoint l'église Impact Centre Chrétien, au fur et à mesure des responsabilités, j'ai fait le choix conscient de devenir pasteur à temps plein après une bonne dizaine d'années dans le domaine de la formation. On va beaucoup parler de spiritualité dans notre émission, dans cette émission, puisque c'est le moteur, c'est ce qui vous motive, qui vous inspire et qui vous emmène à produire et à être au service finalement de la communauté à travers cet ouvrage que vous êtes venu nous présenter, cet ouvrage que j'ai entre les mains. Osez être vous-même, comment bâtir une confiance en soi inébranlable. C'est donc cet ouvrage que vous avez commis, Peggy Nandon, un ouvrage qui puise son fondement dans votre rapport à la spiritualité. Je vous présente donc, vous êtes Peggy Nandon, vous êtes une femme spirituelle, vous êtes apôtre de Ivan Castano, qui est un homme de Dieu. Vous êtes la fille de l'apôtre Ivan Castano, qui est un homme connu évidemment dans le monde. Vous êtes donc au sein de l'église principale Impact Centre Chrétien. C'est bien ça. Formatrice et coach diplômé en gestion des ressources humaines. Et vous êtes également spécialisé dans la formation professionnelle, diplômé en gestion des entreprises et en ressources humaines, spécialisé dans la formation professionnelle. Vous avez plusieurs casquettes. Ça fait 20 ans d'expérience. Vous cumulez 20 ans d'expérience qui vous ont permis d'accompagner plusieurs personnes, plusieurs personnalités à travers le monde. Et là, en 20 ans, après avoir accompagné ces personnalités, ces personnes dans le coaching, dans la nécessité pour ces personnes-là de pouvoir avoir confiance en elles afin de pouvoir se réaliser, vous vous êtes dit, pourquoi je ne commettrai pas un ouvrage que je mettrai à la disposition de la communauté, c'est ça? C'est bien cela. Cet ouvrage, c'est vraiment un cri de cœur. Parce que comme vous l'avez si bien dit, je suis pasteur depuis plusieurs années. Et en tant que pasteur, je suis au quotidien, je suis en contact permanent avec différents types de personnes, des jeunes, des femmes, des hommes, de toutes sortes, de toutes catégories sociales. Et je me retrouve le plus souvent en face de personnes brillantes qui s'ignorent. J'aime le dire ainsi. Parce que ce sont des personnes qui sont pleines de potentiel, mais qui sont en même temps remplies de forteresses, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur du rejet, et qui fait que beaucoup de choses ne peuvent pas être réalisées par ces personnes-là. Et c'est vraiment mon battement de cœur, et d'où cet ouvrage. Alors, on est dans une société dans laquelle il y a une véritable oppression en permanence. On est appelé à pouvoir relever des défis au quotidien, notamment quand on est chef de famille, mais quand on est étudiant ou élève, évidemment, il faut répondre à des challenges. On est tout le temps challengé. Vous avez estimé qu'il fallait donner des formes de clés
à la communauté humaine des clés qui peuvent permettre d'ouvrir des portes qui emmèneraient ces personnes-là à pouvoir avoir confiance en elles. Alors, votre ouvrage, Osez être vous-même, comment bâtir une confiance en soi inébranlable, vous l'avez séquencé en 3 parties. La première partie, 7 raisons pour lesquelles la confiance en soi est importante. Alors, vous tirez votre enseignement de la spiritualité, de la parole de Dieu. Pourquoi avoir estimé qu'il fallait aller puiser dans la parole de Dieu pour proposer ces éléments qui peuvent permettre aux personnes de pouvoir se réaliser en ayant confiance en elles-mêmes? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut comprendre qu'on peut parler de la confiance en soi à 3 racines, à mon niveau, de ce que j'ai pu expérimenter. On a ce qu'on appelle l'acquis, c'est-à-dire ce avec quoi l'on est, les capacités avec lesquelles on est. Les dons? Les dons, non, je dirais plutôt l'inné. L'inné d'abord. L'inné, ce sont les dons. C'est le potentiel avec lequel nous venons sur Terre, parce que je crois que chaque personne, j'en suis persuadée parce que la Bible dit, chaque personne vient avec des dons sur la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inné. L'acquis, c'est ce que la société nous enseigne, l'éducation, l'école. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acquis. Et il y a ce qu'on appelle aussi la partie de spiritualité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me focaliser sur la dimension spirituelle? Parce que mon expérience m'a mené à observer que, notamment pour ce qui est de l'acquis, beaucoup de personnes bâtissent leur confiance en soi sur l'acquis. Mes diplômes, mes réalisations, tout ce que je possède, mes biens matériels. Et j'appelle cela, c'est ce que je développe dans le 2e chapitre, des fondements ébranlables, pas solides du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de diplôme, un diplôme veut dire j'ai plusieurs casquettes, mais je ne les utilise pas forcément. Une maison peut se perdre, un compte en banque peut se perdre. Enfin, les biens matériels, tout ce qui est bien, tout ce qui est extérieur sont des choses qui sont fluctuantes. La seule chose, c'est pour ça que je parle de confiance en soi inébranlable, parce que pour moi, à mon avis, après ça peut se discuter, mais c'est mon expérience, la seule chose qui est stable et qui ne change pas, qui est immuable, c'est la parole de Dieu. Alors, tirer sa confiance en soi de ce qu'on est et pas de ce qu'on possède change la donne. C'est pour cela que j'ai voulu écrire ce livre. Parce qu'autour de moi, beaucoup de personnes bâtissaient leur confiance en elles sur ce qu'elles réalisaient et sur ce qu'elles possédaient. Et comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup de personnes. Dès qu'il y avait des coups de vent, des moments difficiles dans la vie, ces personnes perdaient complètement confiance en elles. Et celles qui avaient réussi à se resocialiser, à se reconstruire sur la base de la parole de Dieu, avaient tendance à plus vite se relever de leurs échecs, à avoir une plus grande résilience pour pouvoir continuer sur la voie qu'elles avaient tracée. Est-ce que votre démarche peut être en but à la réalité de la société selon laquelle, évidemment, à la pratique, les régimes politiques ne sont pas les mêmes à travers le monde? Il y a des pays comme le Gabon ou comme la France, pays dans lequel vous résidez, qui reconnaissent la laïcité, donc le droit à chacun de pouvoir croire en un être supérieur, en un Dieu, en une religion, ou de ne pas croire. Il y a des athées. Alors, est-ce que ce discours que vous développez en rapport avec la confiance en Dieu, mais en puisant cette confiance à travers les Saintes Écritures, parce que vous êtes chrétienne, peut être en but à cette réalité, celle de la laïcité? Non, du tout. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que la Bible dit ceci. La parole de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Okay? Donc, ce n'est pas tant le fait de parler même, parce que c'est vrai que sciemment, j'utilise sciemment les versets bibliques, mais c'est une vérité universelle. Ce que je dis là-dedans sont des vérités universelles. Puiser sa confiance en soi sur son identité, puiser sa confiance en soi sur ses forces intrinsèques, ce sont des réalités connues de tous. On n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ces choses-là. Je ramène juste cette réalité à la vérité de la parole de Dieu. C'est l'objectif de ce livre, de se dire, ce que vous voyez extérieur, en fait, il y a une fondation là-dessus. Il y a une fondation, et cette fondation, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, tout simplement. Alors, je mets un mot sur ce que les gens utilisent. Je mets des mots sur ce que les gens pratiquent au quotidien. Alors, pourquoi vous, le coach, là, je demande au coach, pourquoi la confiance en soi est si importante? La confiance en soi est importante parce que sans confiance en soi, on ne se réalise pas. Sans confiance en soi, on n'ose pas se fixer des objectifs. Sans confiance en soi, on n'ose pas aller réaliser leurs rêves. Beaucoup de personnes ont des rêves. C'est Miles Monroe, un auteur que j'aime énormément, qui disait ceci, feu Miles Monroe, qui disait ceci: les cimetières sont les endroits les plus riches de la Terre. Pour quelle raison?
Parce que ce sont les endroits où les livres n'ont jamais été écrits, où des chansons n'ont jamais été écrites, où des inventions n'ont jamais vu le jour, parce que beaucoup de personnes sont parties, ont quitté cette terre avec tout le potentiel, avec tout ce qu'elles sont venues réaliser. Pourquoi? À cause d'un manque criard. Pas à cause d'un manque de potentiel, mais à cause d'un manque de confiance en soi. Et c'est en cela que la confiance en soi est fondamentale. Parce que la confiance en soi est cette force qui nous permet de réaliser nos rêves, quels que soient les obstacles, parce que quels que soient les défis, on aura toujours des défis, mais c'est cette confiance en soi qui nous pousse, qui nous permet d'aller jusqu'au bout de nos rêves et de pouvoir enfin réaliser et de vivre pleinement comme on pense vouloir vivre. Alors, vous aviez séquencé justement 3 éléments clés importants qui, selon vous, peuvent définir ou représenter, on va dire, pas forcément les fondements de cette confiance en toi. Vous avez parlé de l'inné, des dons, des talents. Oui. Vous avez parlé de l'acquis, donc de ce que l'éducation nous donne, la société, les diplômes. Vous avez parlé également de la spiritualité. Oui. Mais on sait, même si on dit qu'on est tous égaux en droit, on est égaux en droit, mais à la réalité, évidemment, que au sein de la société, on n'est pas tous égaux, que ce soit sur le plan morphologique, Oui. le genre, la trajectoire, Oui. l'éducation. Oui. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans un environnement limité, qui n'a peut-être pas eu un accompagnement accompli, pouvant l'aider à pouvoir avoir, Se réaliser. voilà, se réaliser, peut-il avoir confiance en lui-même? Où doit-il aller chercher les ressources, les ressorts qui peuvent lui permettre d'avoir confiance C'est une en lui? excellente question. Il faut comprendre que nous vivons dans une société. Et en fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons, notre confiance en soi est soit renforcée, soit complètement détruite. Et la question que vous posez est fondamentale parce que c'est le raisonnement de la plupart des personnes. J'évolue dans un environnement qui n'est pas favorable. Je n'ai pas forcément les moyens de poursuivre mes études. Je ne vis pas dans un cadre qui me permet vraiment de m'exprimer tel que je veux. D'où c'est à ce moment-là que justement que la spiritualité intervient. Et je dirais même, au-delà même de la spiritualité, l'environnement dans lequel nous évoluons. Une personne qui a grandi, qui n'a pas forcément les mêmes conditions de vie, disons, hein, je prendrais pas c'est pas pour stigmatiser les quartiers, mais on sait très bien que, par exemple, pour le cas du Gabon, on a des quartiers comme à Tibinsos. À Tibinsos, ça n'a rien à voir avec Battery 4, on est d'accord? Tout à fait, oui. Donc, une personne qui aurait grandi comme à Tibinsos, je ne dirais pas que cette personne va finir par ne pas réussir. Pourquoi? Parce que tout être humain a la capacité de se redimensionner justement au travers de la parole de Dieu. Et c'est en ça que la parole de Dieu est importante, parce qu'elle ne fait pas de distinguo. La parole de Dieu ne catégorise pas les gens en fonction de ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont des moyens, pas ceux qui n'ont pas de moyens. Tout est une question de foi. Est-ce que je crois en ce que Dieu dit pour pouvoir comment dire ça, pour pouvoir me reformater, voilà, me reformater par rapport à ce que je tire de la parole de Dieu. Donc je crois que quel que soit, même si on ne part pas avec les mêmes chances dès l'enfance, quelqu'un qui a grandi dans les bas quartiers peut très bien se reformater et pouvoir bâtir une confiance en soi au travers de la parole de Dieu. Quelqu'un peut avoir même vécu dans de bons quartiers, hein, mais s'il a vécu dans un environnement où on passe son temps à lui dire « tu ne vaux rien, tu es bête, tu es nul », à ce moment-là, ce n'est pas l'environnement qui aura favorisé sa confiance en soi ou qui aura détruit sa confiance en soi, ce sont les paroles qu'il aura reçues. Il faut comprendre que chaque être humain, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi concrètement? Les paroles que nous entendons du matin au soir, tout au long de notre enfance, bâtissent une sorte de fondement. Et c'est ce fondement qui détermine qui nous devenons demain. Donc d'où l'importance, et là je parle aux parents, d'où l'importance d'éduquer les enfants avec de bonnes paroles, que ce soit des parents des enfants de riches ou des enfants de pauvres. La différence, c'est la parole. C'est la parole que nous recevons qui fait la différence et qui détermine le type d'identité qu'on se fait au fur et à mesure. Peggy Dandon, donc dans la première partie de votre ouvrage, on a parlé de ces 7 raisons pour lesquelles la confiance en soi est si importante. On va essayer de nous appesantir sur 5 de ces 7 raisons. Oui. La 5e raison, pour un meilleur équilibre émotionnel. Et là, il y a un verset biblique, vous êtes allé dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 4, 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, l'équilibre émotionnel et la confiance en soi, le lien que vous faites. Alors,
je le disais tout à l'heure, l'équilibre émotionnel, la confiance en soi. Lorsque l'on entend des paroles valorisantes, lorsque l'on entend des paroles dévalorisantes, on n'a pas le même équilibre émotionnel, on est d'accord? Donc, lorsque l'on parle de confiance en soi, on parle de personnes qui sont construites, on parle des émotions qui sont bâties sur des paroles valorisantes, des paroles constructrices, des paroles qui permettent justement d'établir un fondement solide. Et lorsque l'on grandit dans un environnement où on entend des paroles qui sont dévalorisantes, qui tu ne peux pas, tu n'y arriveras jamais, ça a tendance à fragiliser notre estime de soi. Lorsque je parle d'équilibre émotionnel, je parle d'estime de soi, parce que c'est vrai que je fais une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment je me perçois. La confiance en soi, c'est ce que je pense avoir, c'est ce que je crois avoir, c'est sur quoi je m'appuie, les dons et les talents. Donc lorsqu'on parle d'équilibre émotionnel, on parle surtout d'estime de soi. Comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que je me vois et comment est-ce que je m'évalue. Et ça vient justement des différents types de paroles que l'on entend. Et il y a la 6e raison pour la réalisation de vos objectifs financiers, c'est-à-dire que vous estimez qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir se réaliser sur le plan social, parce que si on a acquis sur le plan financier, ça nous permet de pouvoir bâtir, évidemment, et réaliser un certain nombre de projets. Oui. Donc, vous faites ce lien-là, et là, à nouveau, vous faites référence aux Saintes Écritures, Proverbe 21, verset 5. Les desseins de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais c'est lui qui se hâte arrive seulement à la disette. Oui. Pourquoi? Alors, j'ai longtemps hésité avant de mettre cette partie, mais je me suis dit, la réalité, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il est important pour moi que je l'intègre parce que, justement, je vous dis, je suis pasteur, j'entends beaucoup de personnes qui disent, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais ils ne savent pas. Ils ont plein de rêves, plein d'idées, plein de projets, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Encore à cause des forteresses. L'homme diligent, qu'est-ce qu'on entend par l'homme diligent? C'est l'homme qui travaille. C'est l'homme qui va jusqu'au bout. C'est l'homme qui se discipline. C'est l'homme qui décide au travers des idées qu'il a d'en faire des moyens pour arriver du moins d'obtenir des moyens pour arriver à une indépendance financière. Donc oui, mais pour ça, il faut une sérieuse confiance en nous-mêmes pour pouvoir se lancer dans des projets, pour pouvoir oser. Parce que moi, je vois ça tous les jours, des personnes qui me disent, j'ai telle idée. Une fois qu'on commence à raconter notre idée à quelqu'un qui dit, oh non, mais c'est pas la peine, tu es sûr que tu vas réussir, tel autre appel. Quelqu'un d'autre a essayé ce projet, il n'a pas réussi. Il faut une sérieuse confiance en soi pour se dire, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi que je ne réussirai pas. C'est-à-dire qu'il faut une véritable détermination, une volonté de faire, un engagement. La confiance en soi mène à la résilience, la confiance en soi mène à l'audace. Il faut une certaine audace pour oser des projets, pour oser aller là où les gens n'ont pas réussi. Vous avez dit tout à l'heure, je suis la fille spirituelle apôtre Yvan Castano, et c'est l'une des personnes, je crois qu'avec mon époux Messian Nandon, ce sont les deux personnes qui m'ont vraiment enseigné à quel point la confiance en soi peut pousser les limites qu'on l'en pense impossible. Et ça, je l'ai vu, et je le vis au quotidien avec mon époux. Il est possible de faire des choses que les autres ne font pas, juste parce qu'on se voit différemment de comment les gens nous perçoivent. Et c'est en ça que la confiance en soi nous permet d'avoir des réalisations financières qu'on ne soupçonne pas du tout. Je le vis. Votre discours se rapproche, je vois un peu des similitudes par rapport à ce que vous êtes en train de dire, des similitudes avec un discours développé depuis quelques années maintenant par un jeune Gabonais, que je salue d'ailleurs au passage, Charlie Tchatch, qui est connu au Gabon, qui est très présent au sein de la jeunesse gabonaise et africaine, et qui a une signature. Sa signature, c'est « Devenez le fou de votre destinée ». Waouh, j'aime beaucoup. Voilà, c'est-à-dire qu'il imagine un ensemble de concepts qui ont pour objectif de briser la peur, le manque de confiance justement au sein de la jeunesse, finalement emmener les gens à pouvoir avoir confiance en eux-mêmes, à oser, en disant par exemple il n'y a pas de ce métier que de ce genre. C'est ce que vous êtes aussi en train de dire. Exactement, exactement. Mais c'est vraiment le combat de ma vie, de faire comprendre aux gens qu'il n'y a de limites, et les seules limites sont les limites mentales. Je répète, les seules limites sont les limites mentales. Et ce livre, pour moi, est une expérience justement en termes de limites mentales. Parce que longtemps, je me disais, mais moi, je ne peux pas écrire un livre, moi, c'est pas possible. Jusqu'au jour où mon mari m'a dit, si, tu peux écrire un livre. Et le voilà aujourd'hui. Donc, je réalise vraiment que les seules limites que nous avons sont les limites qui nous sont imposées par la société, mais aussi imposées par nous-mêmes. Parce que nous croyons, nous nous appuyons, nous nous laissons influencer par ce que la société veut nous imposer. Ce qui, pour moi, est une véritable tragédie. Alors, l'aspect financier est un aspect très important, évidemment. On sait
que dans le domaine de la spiritualité à l'Église, aujourd'hui, il y a un ensemble de choses qui sont dites, d'ailleurs une appréciation parfois erronée de ce qu'on a de l'homme de Dieu, de celui qui croit en Dieu, entre ceux qui estiment que le chrétien ne devrait peut-être pas s'intéresser à la richesse, que le bon chrétien c'est peut-être celui qui fait preuve Des faits de pauvreté. De pauvreté peut-être, comment dire, avoir un côté très très humble. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Est-ce que le chrétien, est-ce que l'homme de Dieu est un homme qui a horreur de l'argent, qui n'aime pas les richesses, qui n'aime pas les bonnes choses? Alors, ce qui vient avec ce livre, c'est que je fais beaucoup de références à la parole de Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si l'homme est fait à l'image de Dieu, il est parfaitement normal que ce soit chrétien ou non chrétien. Hein. C'est la volonté de Dieu que l'on soit prospère. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de besoins dans le monde. Et s'il y a des personnes qui doivent répondre à ces attentes, c'est bien de ceux qui sont dans les églises et qui ont accès à la parole de Dieu, parce que c'est exactement ce que la Bible dit. Donc non, je suis vraiment en porte-à-faux avec ce système de pensée. Il est parfaitement légitime et je le dis clairement, vous devez être à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent. Mais oui, parce que qu'est-ce que l'argent permet de faire? L'argent permet de faire des dons autour de soi, l'argent permet de construire des hôpitaux, des écoles, d'aider ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que c'est important justement d'aspirer à se réaliser pour avoir de l'argent. Parce qu'on ne se réalise pas juste pour se réaliser, on se réalise parce que ces choses sont en nous, mais derrière nos réalisations, il y a ce qu'on appelle répondre aux besoins des personnes. Et lorsque l'on répond aux besoins des personnes, en retour, on est rémunéré. Et c'est parfaitement normal. La difficulté, le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est différent. C'est l'amour de l'argent qui est un mal. Et qu'est-ce qu'on entend par l'amour de l'argent? C'est accumuler des biens pour soi, accumuler des biens pour se faire plaisir, sachant que le jour où le Seigneur nous retire le souffle de vie, cet argent ne nous accompagne pas. Et le drame, et on le voit d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont quitté la terre il n'y a pas longtemps, leurs enfants sont confiés en procès pour les biens qu'ils ont laissés. Non. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons des sources de bénédiction. Dieu parle de nous comme étant des sources de bénédiction. Nous devons être des canaux par lesquels Dieu passe pour arroser des autres. Et c'est pour cela que moi, je milite pour que les enfants de Dieu, pour que tout être humain puisse travailler de ses propres mains avec les talents, les dons que Dieu lui a donnés pour produire de la richesse pour Dieu afin d'être une source de bénédiction pour des multitudes. Alors, votre ouvrage, vous l'avez commis pour la société, pas seulement pour les chrétiens, pas seulement pour pas les chrétiens, mais pas seulement pour ceux qui croient en Dieu, puisqu'il y a évidemment les musulmans, les chrétiens et les autres. Donc, c'est pour la société, c'est pour toutes les personnes qui vivent au sein de la société. C'est un livre qui est d'actualité dans le contexte actuel du Gabon. On parle de restauration des institutions, restauration des mentalités, réappropriation de l'économie nationale avec toutes ces politiques, ces réformes qui sont menées par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, celles de ces réformes qui ont pour objectif d'emmener les Gabonais à pouvoir changer de paradigme et de penser qu'aujourd'hui, ils doivent sortir pour certains de leur zone de confort, accepter la réalité et surtout pouvoir aller sur le terrain davantage, occuper l'espace. Il y a des choses à faire, à bâtir, à pouvoir se construire, ce qu'on qualifie de secteur informel qui serait entre les mains ou qui est entre les mains des communautés amies vivant au Gabon. Les jeunes Gabonais qui n'ont pas d'emploi peuvent également y aller et peut-être trouver leur bonheur, c'est ça? Vous avez utilisé le bon terme, occuper l'espace. J'aime bien, il y a un jeune qui fait des vidéos qui dit tout est à refaire au Gabon. Il a parfaitement raison. Il y a tellement d'opportunités qui se présentent. Vous savez, je viens souvent au Gabon. Rien que l'année dernière, je suis venue, je crois que 6 fois, parce que je viens souvent. Et je suis choquée à chaque fois de voir le nombre d'Occidentaux qui sont dans l'avion, dans le sens Paris-Libreville. Et chaque fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que ces gens vont chercher chez nous? Ces gens ne se déplacent pas pour rien. Chaque fois qu'ils se déplacent, c'est qu'il y a un intérêt. Alors s'ils sont aussi nombreux, et de plus en plus en classe économique, s'ils sont aussi nombreux, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose que nous n'avons pas trouvé. Donc oui, le Gabon est une terre de promesses, c'est une terre qui a tout à donner à son peuple. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants.
avec un potentiel énorme, des terres riches. Là, je regardais hier le communiqué final, justement, on parlait des différents fonds alloués à l'agriculture, alloués à l'élevage et à la pêche, à l'industrie, enfin, aux infrastructures, à l'eau et à l'électricité. Oui, le Gabon, tout est à refaire. Il n'y a pas longtemps, pendant d'ailleurs que je faisais la campagne du président Oligui, je me suis rendue dans une école à Angers où il y avait beaucoup de Gabonais, justement. J'ai fait un temps de partage là-bas, justement, sur les différentes élections. Et j'étais surprise de trouver des Gabonais qui étaient diplômés, qui avaient des technicités dans tout ce qui était eau. Mais je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Votre Gabon a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. On parle de coupure d'eau, de coupure d'électricité. Mais vous savez ce qu'ils m'ont répondu? On n'a pas de place. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas de place, c'est qu'ils ne sont pas informés de ce qui est en train d'être fait. Donc, oui, moi je salue vraiment ce qui est en train d'être fait. La jeunesse gabonaise a beaucoup de potentiel. Il faut juste que les opportunités soient créées et surtout que les mécanismes soient mis en place pour que l'on puisse accéder à ces différentes opportunités. Aujourd'hui, je pense que la fonction publique est saturée, depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'on parle d'effectifs pléthoriques. Donc oui, l'informel, ou du moins je ne dirais pas l'entrepreneuriat, c'est plutôt l'expression, quelle que soit la forme, l'entrepreneuriat est un système de pensée que nous devons inculquer à nos jeunes, d'où l'importance de la confiance en soi. Parce que pour entreprendre, pour oser se lancer dans l'inconnu, hein, oser ouvrir un début de boisson, ou bien même, comme je vois beaucoup de jeunes, j'étais vraiment admirative. Hein. Je suis allée prendre mon petit déjeuner avec mon époux il n'y a pas longtemps, dans un endroit de la place, et il y avait de jeunes Gabonais qui vendaient des chaussettes. Et madame, et je leur ai dit, juste parce que vous êtes des Gabonais, je veux vous encourager, je n'en ai pas forcément besoin. Mais oui, je suis heureuse de voir que des jeunes Gabonais préfèrent aller vendre des chaussettes que d'aller faire des cambriolages. Ils bravent des préjugés, ils bravent des moqueries. Exactement. C'est vraiment la preuve de la confiance en soi qui peut emmener à briser certaines barrières et à pouvoir. Ils n'ont plus peur des regards des autres. Exactement. Partir, passer de la pensée à l'acte. Alors, dans la 7e raison de la première partie de votre ouvrage en lien avec les raisons pour lesquelles la confiance en soi est si importante, vous parlez donc d'influencer positivement d'autres vies, avoir confiance en soi pour influencer positivement d'autres vies. Oui, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes n'osent pas. Et on a besoin de modèles dans notre vie, autour de nous. On a besoin de voir des personnes qui osent faire ce que nous n'osons pas faire, qui osent penser comme nous n'osons pas penser, qui osent s'exprimer comme nous ne pouvons pas nous exprimer, pour nous dire si cette personne peut le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Donc oui, la confiance en soi permet de montrer aux gens que c'est possible. On peut aller vers ce chemin-là que vous pensez fermé, on peut oser faire, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se lancer dans ce type de business que vous pensez impossible. Oui, c'est important. Ça permet de montrer aux gens que je peux sortir de ma zone de confort et me lancer comme les autres l'ont fait. S'il y a un qui l'a fait, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. S'il y a un qui l'a fait, moi aussi je peux le faire. C'est-à-dire que vous êtes, je parle pas de vous personnellement, je parle de vous, de moi et des autres, de la société. Vous êtes dans un domaine d'activité, vous avez acquis de l'expérience, vous pouvez donc être utile à d'autres personnes à partir de votre expérience, comme la vôtre, 20 ans, évidemment. Et là, vous avez décidé, et ça vous définit, c'est-à-dire que vous avez accumulé cette somme d'expérience, la vie, votre éducation parentale, l'éducation à l'école, à l'université, la spiritualité, le rapport à la spiritualité. Et là, vous vous êtes dit, je ne peux pas rester garder ça pour moi. Il faut que j'impacte sur la société, c'est ça? Oui, je pense que c'est le mandat de tout être humain. Être, comme j'ai dit tout à l'heure, une source de bénédiction, avoir de l'impact. La vie n'a de sens que lorsqu'on arrive à influencer positivement les autres. Je dirais même, la vie n'a de saveur que lorsqu'au travers de nous, des personnes peuvent vivre, peuvent s'épanouir, peuvent se réaliser. C'est en ça que je peux dire que ma vie a compté. Ma vie compte lorsque d'autres vies peuvent éclore. Oui, donc je pense que c'est important. D'où l'importance de la confiance. C'est tout ça la confiance en soi. C'est la capacité de faire en sorte qu'au travers de nos vies, d'autres vies puissent éclore, d'autres vies puissent avoir un sens, d'autres personnes puissent se dire, je peux moi aussi aller sur ce chemin-là.
Et puisque vous parlez de valeurs, évidemment, et que vous êtes pasteur, vous êtes chrétienne, Jésus-Christ parlait de ses apôtres comme étant le sel de la terre. Et dans cette raison 7 de la première partie de votre ouvrage, une fois de plus, vous puisez dans les Saintes Écritures, dans les évangiles de Matthieu, Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus qui dit donc à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est l'un des passages que j'aime le plus dans la Bible. Vous savez, justement, je dis souvent aux personnes que l'un des meilleurs moyens d'évangéliser, c'est de faire en sorte que votre vie transforme la vie des autres pour donner gloire à Dieu. Oui, Dieu nous définit et ce qui est bien, c'est qu'il ne dit pas vous serez le sel de la terre, de la lumière du monde. Il dit vous êtes, c'est une identité que Dieu nous donne. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoit celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donne, qui nous permet d'éclairer, d'être éclairé déjà de l'intérieur et de pouvoir éclairer les autres. Et lorsque les autres sont éclairés, ils trouvent leur voie. Et c'est ça mon travail. Mon travail, c'est d'aider les personnes à trouver leur voie, des voies qu'ils ont perdues, des voies qu'ils ont abandonnées, mais à trouver la voie qui permet de faire en sorte que leur vie ait un sens, leur vie ait une saveur. Et c'est en cela que Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, parce qu'à notre contact, les gens doivent avoir envie de vivre, les gens doivent avoir envie de s'exprimer, les gens doivent se sentir importants. C'est en cela que nous communiquons la saveur autour de nous. Il faut être leader dans sa communauté, leader dans sa famille, être un exemple, tirer les autres vers le haut, aider justement les autres à avoir confiance en eux-mêmes. Donc, le véritable leadership, c'est bien ça, c'est l'influence. Dans cette première partie de votre ouvrage, on a parlé donc de ces sept raisons, ou du moins certaines des 7 raisons. La seconde partie, c'est la structuration de votre ouvrage. La seconde partie, elle met le marqueur sur les mauvaises fondations qui peuvent fragiliser la confiance en soi. Et là, on va citer pêle-mêle la confiance en soi basée sur les performances, la confiance en soi basée sur l'approbation des autres, la confiance en soi basée sur la comparaison avec les autres. Commençons par la confiance en soi basée sur les performances. En quoi ça peut être négatif? Alors, négatif, c'est peut-être pas le terme, mais je dirais... Un frein. Une fondation qui n'est pas solide. Ouais. Alors, prenons le cas d'une personne, par exemple, qui performe très bien dans son travail. Okay, c'est vraiment le super manager, le gars qui réussit à relever tous les défis de l'entreprise. Et puis cette personne tombe malade. Elle perd ses capacités cognitives. Sa confiance en soi était basée sur sa réalisation. Et le jour où il perd ses capacités cognitives, cette confiance est complètement ébranlée. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus performer comme il performait. Pendant un temps, ça a permis effectivement de communiquer de la force et même de lui permettre d'aller de l'avant. Mais comme c'était des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont immuables, qui peuvent changer d'un moment selon les conditions de la vie, parce qu'on a tous, il y a des aléas, on appelle les aléas de la vie qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'on a bâti notre confiance en soi sur ce genre de choses, oui, à ce moment-là, une fois qu'on les perd, cette confiance en soi s'ébranle. C'est pour ça que je parle d'une confiance en soi inébranlable. Le même cas de figure, cette personne qui performe au niveau de l'entreprise, mais qui a réussi à baser sa confiance en soi sur ce qu'il est, pas sur ce qu'il arrive à accomplir. Dans ce cas de maladie où il perd ses capacités cognitives, cette confiance n'est pas inébranlée parce qu'elle n'est pas basée sur ses capacités. Ses capacités, du moins ses réalisations sont un plus et c'est une très bonne chose. Mais l'identité, sa personne intrinsèque, c'est le fondement de sa confiance. Alors cette personne, elle est capable de se relever facilement, contrairement à celle qui se dit « j'ai tout perdu, je n'y arriverai plus ». C'est en cela que c'est une limite. Je ne dis pas que c'est une limite et c'est une base très fragile. Vous pensez également qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être nocifs à la confiance en soi. C'est cette confiance en soi basée sur l'approbation des autres. Oh là là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une forme de reconnaissance à partir des autres, par les autres. Oui, bah, écoutez, écoutez, s'il faut attendre l'approbation des autres pour bâtir ma confiance en soi, sachant que l'homme est changeant, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, heureux celui qui se confie en l'Éternel. L'homme est changeant selon ses humeurs, selon son environnement, aujourd'hui, vous êtes de bons amis, il te valorise, il t'élève. Demain, ah non, tu es vraiment l'ennemi juré. Vous comprenez? Si votre confiance en soi est basée sur l'approbation, on est d'accord avec toi. Non, aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec toi. Vous imaginez la fluctuation?
La fluctuation de la confiance, voilà encore une base qui est fragile. Une base fragile. Il y a également d'autres éléments que vous développez en rapport justement avec ces aspects nocifs qui peuvent ébranler la confiance en soi chez un être humain. C'est la confiance en soi basée sur le matérialisme. Alors là, on revient à la société et la pression que nous vivons au quotidien imposée par cette société-là, se challenger, chercher à pouvoir se réaliser. Il y a beaucoup de pièges. Comment faire pour justement ne pas baser sa confiance sur le matérialisme? On va arriver à ça, certainement, à la troisième partie. C'est baser sa confiance sur l'identité. Il est normal, je le répète encore, il est normal de chercher à avoir, à s'en sortir dans la vie, à vivre une vie correcte. Hein. C'est parfaitement normal et je le recommande vivement. Je le répète encore, ce qui est anormal, c'est de s'appuyer sur cela. Le matérialisme a ceci de nocif. L'accumulation des biens nous met dans un stress continu. Parce que si je me définis si je définis mon importance sur le fait que j'ai, il faudrait que j'ai en permanence pour demeurer importante. Il faudrait que je travaille en permanence. Il faudrait que je garde le niveau élevé pour me sentir quelqu'un. Je dis souvent aux personnes qui n'ont pas besoin de devenir quelque chose pour se sentir important. Ils sont importants parce qu'ils sont déjà quelque chose. Et ce quelque chose se définit dans l'identité que Dieu nous donne. Je me sens importante et là je le dis, c'est comme ça que je me définis, je dis, je me sens importante parce que lorsque je pense à moi, je me vois comme une personne qui a été pensée. Quelqu'un, le créateur, s'est assis, m'a pensé. Et ça me définit, ça définit mon identité. Mon identité n'est pas définie sur le fait que j'ai tellement travaillé, que j'ai accumulé des biens, j'ai des maisons, j'ai des immeubles, et puis, je me sens très bien parce que j'ai un compte en banque fourni. Non, 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 non. Je suis quelqu'un. Parce que je me sens importante parce que j'ai une identité qui est fondée sur la parole de Dieu. Je suis faite à l'image de Dieu. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce que si je pars du principe que je suis faite à l'image de Dieu, c'est-à-dire que les attributs divins sont en moi. Et ce sont ces attributs divins qui vont me permettre justement de générer ces biens matériels. Donc, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur ça parce que le jour où j'en ai, je suis bien. Comme dit l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Que je l'ai ou pas, ça ne définit pas du tout mon identité. Ça ne définit pas du tout mon bien-être. Il y aura des jours avant, il y aura des jours avec, et il y aura des jours sans. Et il faut savoir vivre de cette façon. Pourquoi? Parce que la confiance est bâtie sur une identité divine et pas sur le matériel. Alors, la structuration, on l'a dit, de votre ouvrage, première partie consacrée aux éléments qui mettent en relief la confiance en soi. Pourquoi cette confiance en soi est si importante? Dans la deuxième partie, évidemment, vous avez relevé les points, les éléments nocifs qui peuvent vous empêcher d'avoir confiance en vous. Et puis, dans la troisième partie, qui est l'une des parties, toutes les parties sont importantes, évidemment, les éléments pour construire la confiance en soi. Et là, moi, j'ai été interpellé par le premier niveau, le levier 1 de cette troisième partie, la confiance qui vient de la révélation de votre identité en Christ. Là, clairement, vous vous adressez à la communauté chrétienne. Oui. Alors, oui, tourner comme ça, oui. Je m'adresse, je dirais, vous savez, j'aime à dire que la parole de Dieu n'est pas un livre pour les chrétiens. Je le dis toujours dans toutes mes prêches, dans toutes mes prédications. Je dis clairement aux chrétiens, ne croyez pas un seul instant que la Bible vous appartient. La Bible, c'est la parole de Dieu pour l'être humain. Et lorsque vous regardez, vous allez voir que beaucoup de sociétés utilisent la Bible pour leur fondation. Hein. Il y a beaucoup, et même je discutais avec mon mari, il me disait que les bouddhistes utilisent la Bible. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu pour l'être humain, ce n'est pas la parole de Dieu pour les chrétiens. Donc c'est pour ça que, sans honte aucune, de façon vraiment décomplexée, j'utilise la parole de Dieu parce que je sais que beaucoup de personnes, même ceux qui ne vont pas à l'église, appuient sur la parole de Dieu pour bâtir ceux qui sont en train de bâtir, ou bien pour ériger leur communauté, si je peux le dire ainsi. Donc ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, c'est pour toute personne qui veut lire la Bible. Toute personne qui veut lire la Bible. Qui lit la Bible. Qui lit la parce Bible. qu'ils sont nombreux. D'accord. Il faut dire que la Bible est le livre le plus lu dans le monde. D'accord. Bon, sauf qu'il y a des, comme on l'a dit, il y a des athées, il y a des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Oui, mais qui lisent la Bible. Qui lisent la Bible comme des philosophes. La Bible est le livre le plus lu, le plus traduit dans le monde entier. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui vont lire des passages de la Bible adaptés justement à la vision qui est la vôtre. Les proverbes, par exemple,
C'est un livre très inspirant dans le domaine de la sagesse. Il y a le livre enfin, écrit par Salomon, Oui, les exact. Proverbes, évidemment. Et puis il y a le Lévier 2 de la troisième partie de votre ouvrage, la vision inspirante. Comment vous la définissez, cette vision inspirante? Alors la vision, c'est l'apôtre Ivan, mon pasteur, dit souvent ceci, la vision, c'est ce que tu vois lorsque tes yeux sont fermés. C'est la capacité de se projeter dans un avenir et de voir les choses qui ne sont pas aujourd'hui. Et c'est en cela que je parle de vision inspirante. Pourquoi je dis souvent que la vision trace le chemin et la confiance en soi permet d'aboutir au résultat, du moins permet d'engranger le chemin et d'aboutir au résultat voulu. Alors, on va s'arrêter sur ce point, Oui. parce qu'il y a quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. Dites-moi, Vous avez dit, la vision, c'est ce que vous voyez lorsque quand vos yeux sont fermés. D'accord. Là, on va dans l'essence de l'être humain, parce qu'il y a évidemment des êtres humains qui vivent et qui ont une vision des yeux, qui Oui. voient, Oui. et il y en a qui sont nés aveugles, Oui. il y a d'autres qui le sont devenus. Oui. Quand celui qui voit ferme ses yeux, celui qui est aveugle ferme ses yeux, les deux voient. Alors, Celui qui est aveugle, les yeux sont fermés, il ne voit pas, mais il le voit. Ah ben, la vue dont vous parlez, ça n'a rien à voir avec avec la vision dont vous parlez. l'organe. Voilà. Non. Non, non, non. Justement, c'est beaucoup plus fort que ça. Voilà. La vision, c'est beaucoup plus fort que la vue. Il y a une dame qu'on appelle Hélène Keller, qui est aveugle, je pense, mais je crois qu'elle est sourde, il faut que je me rappelle bien, mais qui est une dame connue aujourd'hui de par ses réalisations. C'est pour vous dire que le fait de ne pas avoir l'organe yeux ne peut pas nous empêcher de réaliser les choses qui sont dedans de nous. C'est pour ça que l'apôtre Ivan dit, la vision, c'est ce que vous voyez quand vos yeux sont fermés. Et la vision est fondamentale pour tout être humain. Nous parlons aujourd'hui de notre président, Brice Clotaire-Oligui Nguema. On parle de lui comme étant un visionnaire parce qu'il se projette dans un Gabon différent de ce dont nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça la vision, la capacité de se projeter dans ce qui n'existe pas encore et de se dire, au travers de ma vie, oui, cela va finir par voir le jour. Et pour cela, il faut avoir une certaine confiance en soi. Alors, la confiance en soi pour pouvoir se réaliser, évidemment, j'ai également trouvé quelque chose de très intéressant dans cette troisième partie en lien avec les éléments qui permettent de construire cette confiance en soi. C'est le levier 6. Vous l'avez intitulé « Élargir votre zone de confort ». Alors, généralement, on parle de sortir de sa zone de confort. Oui. Vous parlez plutôt d'élargir sa zone de confort. J'ai préféré utiliser ce concept. Pourquoi? Parce que sortir de la zone de confort, je suis formatrice, donc je suis coach, je forme énormément de personnes. Et mon expérience m'a montré que lorsqu'on demande aux gens de sortir de leur zone de confort, ça fait dans leur tête comme une sorte de blocage. Et moi, j'ai développé ce concept, si vous voyez l'expression, l'exemple que j'utilise l'exemple de Gédéon, qui est ce jeune homme, si je vous me permettez, je vais rapidement, qui est ce jeune homme qui se croyait incapable. La méthode des petits pas de Gédéon. Mais justement, qui se croyait incapable de faire quoi que ce soit. Il se définissait comme étant le plus petit du plus petit de ma tribu, ainsi de suite. Et comment est-ce que Dieu a procédé pour que Gédéon, justement, sorte de sa zone de confort? Il a élargi. Il a commencé à dire à Gédéon, avant d'aller lui dire d'aller combattre, il lui a dit, alors, commence à poser ce type de pas. En fait, lorsque je parle d'élargir la zone de confort, c'est de faire des petits pas. Des petits pas qui sont en réalité accessibles. Parce que lorsqu'on parle de sortir, on parle de faire un bond énorme. Alors qu'élargir, c'est, OK, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler en public, d'accord. Mais est-ce que je peux au moins... On ne te demande pas de parler en public, mais est-ce que tu peux au moins commencer déjà à parler avec 2-3 personnes? Et c'est un peu d'apporter une exhortation à 2-3 personnes. Tu peux y arriver? Oui, ça, je crois que je peux y arriver. OK, commence avec un groupe de 2 personnes. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que cette personne, j'ai formé des dizaines de personnes qui se disaient qu'elles ne pourront jamais prendre la parole en public. Aujourd'hui, ces personnes prennent la parole devant des centaines de personnes. Mais ça a commencé justement par la méthode des petits pas de Gédéon. On commence dans un groupe familial, dans un groupe d'impact, dans un groupe de ministère. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que cette personne prenne confiance et qu'elle découvre, mais au final, c'est possible. Oui, elle n'a pas fait le grand pas. Elle a fait une somme de petits pas qui a fini par être le grand pas. On arrive à la conclusion en rapport avec la partie consacrée à cet ouvrage. Que peut-on retenir de la richesse de cet ouvrage, Peggy Nandon? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de ne surtout pas, justement, ce qu'il faut retenir, c'est de surtout pas retenir le potentiel que dedans de nous. C'est de faire assez confiance à celui qui nous a créés, d'aller puiser l'essence même de ce pourquoi il nous a créés dans la parole de Dieu et de se dire, ma vie. Je dis souvent aux gens,
vous avez le droit de, vous avez la possibilité de douter, mais vous n'avez pas le droit de rester dans le doute. Parce que tout ce qui nous entoure, nous sommes entourés de personnes. La Bible dit que la Bible a été écrite, il y a une nuée de témoins, nous sommes environnés d'une nuée de témoins, c'est l'expression que je cherchais. Nous évoluons dans un environnement où on voit des personnes qui étaient dans des situations particulières et qui ont fini par devenir d'autres personnes. On le voit aujourd'hui dans la Nouvelle République. Donc la question que je me pose souvent, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que ces personnes ont deux têtes? Est-ce qu'elles ont trois bras? Non. Elles ont juste quelque chose. Et il y a eu un déclic dans la tête en se disant, je peux faire et je vais faire. Ce ne sera pas évident, mais je peux faire. Et c'est ça. Donc mon message dans ce livre, c'est de se dire, brisez les forteresses qui sont au-dedans de vous. Je peux demander de regarder la caméra. Brisez les forteresses qui sont au-dedans de vous, parce qu'en vous, il y a un potentiel que le monde attend. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et la révélation des fils sont ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Et que vous croyez en Jésus ou pas, vous avez été créés à l'image de Dieu. Donc c'est l'opportunité que Dieu nous donne de démontrer ce qu'il est capable de faire lorsque on brise ces forteresses de peur, d'échec et du regard des autres. Peggy Nandon, avant de mettre un terme à l'émission, on va aborder un autre point. Vous avez plusieurs casquettes, évidemment. La casquette politique, vous vivez en France, vous êtes au sein de la diaspora. Il y a d'importantes réformes initiées depuis le 30 août 2023 sous l'impulsion de Brice Clotaire Oligui Nguema. La prise en compte, l'implication de la diaspora gabonaise dans le processus de construction du Gabon sur le plan politique. Désormais, la diaspora sera présente dans le Parlement au Gabon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous intéressé? C'est une énorme victoire. La diaspora a longtemps combattu pour ces... Je dirais, on prend les deux places pour l'instant, mais en réalité, on devrait en avoir plus. Mais c'est déjà ça. Et c'est une véritable victoire. Et je le tiens encore à réitérer vraiment ma gratitude pour tous ces Gabonais de la diaspora qui se sont battus pour arriver à ce résultat-là. Longtemps, la diaspora a été mise de côté, négligée. Et aujourd'hui, enfin, les efforts que nous avons fournis, le combat que nous avons mené a été reconnu. Et je dirais, entre guillemets, récompensé au travers de ces deux postes de députés. Oui, donc je trouve que c'est une excellente chose. Et est-ce que je suis intéressée? Oui, parce que je me présente clairement en tant que... Je me présente justement pour les élections législatives pour septembre 2025, parce que je crois que j'ai quelque chose à apporter. Je viens de le dire là justement. Je me dis, s'il y a des députés... Il faut dire qu'aujourd'hui on a 145 députés, j'aimerais le relever, avec 2 députés de la diaspora pour une population de 2 millions d'habitants. C'est énorme. C'est énorme. Je pensais que la révision, bon, ce sont des choses qu'on va certainement revoir par la suite, mais j'ai fait le comparatif justement lorsque j'ai eu le communiqué final, j'ai fait le comparatif avec la population du Sénégal, 19,5 millions d'habitants, presque 20 millions d'habitants, 165 députés. Lorsque l'on ramène au ratio à la population du Gabon, on devrait en principe avoir 17 députés. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faudra traiter. Mais oui, je me présente clairement pour un poste de la députation pour le compte de la diaspora en septembre 2025. Pourquoi est-ce que Peggy Nandon veut être députée? Que veut-elle apporter au Gabon? Que va-t-elle proposer à l'Assemblée nationale? Alors, ça fait... J'ai quitté après l'USTM, je suis partie d'ici en 1996. Donc ça fait presque bientôt 30 ans. L'année prochaine, ça fera 30 ans que je suis en France. Donc je suis vraiment, je pense, 96-2026, oui, je pense. Ça va bientôt faire 30 ans. Et j'ai parcouru, comme je dis, je suis pasteur, donc je parcours la France de long en large. Je dirige plusieurs églises en France et je parle avec les Gabonais tout le temps. Parce que dans toutes nos églises Impact Centre Chrétien, on a beaucoup de Gabonais. Je parle avec les Gabonais tout le temps. Et ce que j'entends des cris, j'entends des besoins, j'entends des plaintes, j'entends des cris d'oubli surtout. Qu'est-ce que je peux moi apporter au niveau de la diaspora gabonaise? Il n'y a pas longtemps, justement, je vous ai dit, je suis allée parler avec des jeunes étudiants lors de la campagne du président de la République. Je vous l'ai dit, ils nous ont dit, nous avons fini nos études, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que le Gabon, qui nous a fait signer des engagements décennales, il faut le dire, hein. Moi, la première, aujourd'hui on a fini nos études, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc je pense qu'il y a quand même, il faut établir, et c'est en cela que avoir un député de la diaspora, 2 députés de la diaspora, c'est une excellente chose. Il faut ce lien entre la diaspora
et l'État gabonais. Il faut une personne qui vient justement discuter de cette problématique, présenter les souffrances, les questionnements, les attentes de ces Gabonais de la diaspora, entre les étudiants qui veulent rentrer, qui ne savent pas comment faire, quels sont les leviers qu'il faut utiliser pour rentrer, de façon concrète. Aujourd'hui, le concours de la fonction publique, les Gabonais de la diaspora, comment est-ce qu'ils sont au courant? Comment est-ce qu'un Gabonais de la diaspora peut postuler à un concours de la fonction publique? Il est Gabonais au même titre que celui qui est au Gabon. Il faut établir des mécanismes qui peuvent faire en sorte qu'un étudiant de la diaspora, un Gabonais, étudiant ou pas, un Gabonais de la diaspora qui veut concourir aux différentes administrations, que ce soit privées ou publiques, puissent pouvoir le faire par le biais de l'ambassade ou bien du consulat, mais qu'on ait des moyens non seulement de communiquer, mais de dire aux personnes, OK, à tel concours de la gendarmerie, tel concours de tel endroit, et que l'on puisse. L'État n'a pas le pouvoir, je le dis clairement, de donner du travail à tout le monde. Mais je dis, l'État a l'obligation d'assurer l'égalité des chances. Que l'on soit au Gabon ou que l'on soit dans la diaspora, on doit pouvoir dire, en tant que Gabonais, je n'ai pas besoin de venir au Gabon pour faire un concours. Je peux très bien postuler à ce concours depuis la diaspora. Voilà le genre de loi, justement, voilà le genre de loi que je voudrais proposer à l'Assemblée nationale, une loi qui oblige l'égalité des chances pour tous les Gabonais en termes d'accessibilité à l'emploi. Alors, vous avez parlé de la population gabonaise tout à l'heure, peut-être 2 millions d'habitants, en tenant compte également de la diaspora aussi. Cette diaspora qui est riche de la qualité de ces enfants, des enfants de Gabon par rapport à leur profil, leur formation évidemment, puisqu'il y a des Gabonais qui sont disséminés à travers le monde, qui ont une expertise, chacun dans son domaine de compétences. Comment faire en sorte que cette compétence, ces expériences arrivent à profiter au développement du Gabon en termes de transfert de technologie, par exemple? Quel apport de la diaspora dans le processus de développement de ce Gabon nouveau? Alors, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et ils sont nombreux, je peux vous assurer. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui travaillent dans des entreprises françaises, des entreprises étrangères. Et ils sont aussi nombreux qui sont face à une discrimination systémique, ou bien pour ceux qui arrivent à trouver des emplois qui sont face à un plafond de verre et qui veulent rentrer. Donc moi, je pense que l'État gagnerait vraiment à établir ces mécanismes, à établir ces ponts, justement. Et je dirais même à favoriser, je ne dirais pas faire de la complaisance, mais favoriser un retour aux sources en termes de propositions, en termes d'envoyer les entreprises ici, aller recruter depuis là-bas. C'est possible. Faire des forums, faire des portes ouvertes qui vont faire en sorte que les personnes puissent venir se tester et voir, passer même des entretiens sur place. Mais ça, ce sera le travail des députés de l'Assemblée nationale de la diaspora, qui auront les sièges de la diaspora, établir des fichiers justement qui nous permettent d'avoir une idée précise sur le nombre de Gabonais disséminés en Europe, en Amérique. Et c'est un travail que nous avons commencé. Nous avons commencé à recenser justement les différentes capacités potentielles, les différents corps de métier qui existent et qui peuvent aujourd'hui être d'un grand apport au niveau du Gabon, de ce Gabon au niveau de la Ve République. Peggy Nandon, on est arrivé quasiment au terme de cet échange, de cette émission, le Métronome, dans laquelle vous êtes venu nous parler de votre ouvrage, Oser être vous-même, comment bâtir une confiance en soi inébranlable, et de votre volonté ferme d'être élu, on l'espère, au soir du second tour. Vous pouvez être élu dès le premier tour. C'est la diaspora législative au mois de septembre prochain. Que pouvez-vous dire aux Gabonais en guise de conclusion? Alors, je dirais aux Gabonais, nous avons un merveilleux pays. Nous avons un pays magnifique et qui a besoin de tous ses fils et ses filles. Que chacun de nous se mette au travail, chacun pour sa part, avec les dons qu'il a, les capacités qu'il a, le potentiel, les opportunités qu'il a, mais que chacun de nous fasse sa part, de sorte que ce pays, dans les 10 prochaines années, fasse partie de ceux qui comptent dans le concert des nations. Et je crois que le Gabon en a largement le potentiel. Merci beaucoup, Peggy Nandon. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome. Merci. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver prochainement. Oui, je reviens très bientôt. Discussion autour de vos principaux champs d'intervention. Merci beaucoup. Merci. Ainsi se referme l'émission Le Métronome du jour. Merci de l'avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africa.